Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Évidemment, il sera question aujourd'hui des menaces de tarifs de Donald Trump qui va toucher, bien sûr, les entreprises de la région. D'ailleurs, NextDev a publié un communiqué dans la soirée de dimanche pour indiquer qu'il y avait un plan d'action qui se préparait actuellement. D'ailleurs, on vous a préparé un tableau de l'impact que ça peut avoir, ces mesures américaines sur les entreprises d'ici. On parle d'une 80aine d'entreprises, plusieurs milliers de travailleurs, un pourcentage très élevé de transferts manufacturiers entre les deux pays. M. Jeannot sera avec nous la semaine prochaine parce que vous comprendrez qu'on l'a invité, mais comme on enregistre le lundi et qu'aujourd'hui, il mettait en place son plan d'action avec la rencontre de plusieurs intervenants de la région, bien évidemment, il n'était pas disponible, mais heureusement, nous avons comme première invitée aujourd'hui la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme André Bouchard, qui justement assistait à une réunion ce matin avec plusieurs figures importantes dans ce dossier-là dans la région. Mme Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement, comme mairesse de la plus importante ville du Haut-Richelieu, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces menaces-là? Et puis, qu'est-ce que la région entend faire pour contrer ces menaces-là? Bien, premièrement, je pense que c'est même plus des menaces. Ça va être mis à exécution. Moi, je salue l'initiative de NextDev, aussi avec la Chambre de commerce et les autres partenaires. Dès ce matin, il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Une cellule de crise qui va devenir une cellule qui va se réunir au début de façon hebdomadaire. On parle de cellule stratégique, je pense. Oui, une cellule stratégique. Évidemment, les menaces, ça fait longtemps qu'elles nous pendent au bout du nez. Ouais. Alors, NextDev s'était déjà préparé. Il y a déjà une recension des entreprises manufacturières. Mais ce qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, évidemment, c'est la recension du pourcentage d'intrants et d'extrants de ces industries-là. Il y a aussi le fait que les emplois directs, ça a des impacts sur des emplois indirects dans le Haut-Richelieu. Alors, il va y avoir un questionnaire qui est déjà prêt, qui va être envoyé à toutes les entreprises de la région. Mais la beauté de l'affaire, c'est que la région est mobilisée. Ce matin, il y avait aussi le Centre d'aide aux entreprises qui était avec nous. Puis dans les prochaines semaines, on va inviter Investissement Québec. Puis comme mairesse et comme préfète, ce que ces données-là vont pouvoir m'apporter, c'est les données pour être capable d'intervenir auprès des instances gouvernementales. Oui, parce qu'il y a des secteurs qui vont être touchés plus que d'autres, mais nous, on a notre région touche directement les États-Unis. On fait affaire énormément avec les Américains. Donc, je ne dirais pas que ça a un double impact, mais ça a un impact quand même important, ces tarifs-là imposés. Ça a un impact important. La proximité avec les États-Unis rend difficile la diversification des marchés, mettons, avec l'Europe ou avec d'autres pays. D'autant plus que ces pays-là, si on parle de l'Europe, sont très, très protectionnistes. Alors, ce qu'on va regarder aussi, évidemment, puis ça, c'est le message de M. Trudeau, on va regarder les marchés intra-canadiens, les marchés des autres provinces. Voilà. Mais on vous avait invité d'abord pour parler d'un autre dossier qui a fait l'objet d'une séance extraordinaire au milieu du mois de janvier. C'est tout le dossier de l'abattage des arbres sur des terrains vacants. Il a fallu que la Ville s'interpose parce que ça devenait un problème. Peut-être nous expliquer un peu d'où naît le problème et pourquoi il fallait agir rapidement dans ce dossier-là. Bien, moi, d'entrée de jeu, je vous dirais que dès le début du mandat, on a voté une politique de l'arbre. Suite à la politique de l'arbre, on a augmenté les amendes. Il a fallu, après ça, revenir sur l'augmentation des amendes parce que on peut pas, le gouvernement du Québec, on ne peut pas surseoir, aller plus haut que les amendes du gouvernement du Québec. Actuellement, justement, les membres de mon cabinet sont en contact avec le ministère de l'Environnement et même le bureau du premier ministre pour que, justement, on soit capable de majorer les amendes parce qu'on a remarqué dans le Haut-Richelieu, entre autres, qu'il y avait des dérapages. Il y avait des dérapages quant aux abattages d'arbres. On avait des règlements, mais il y a des contrevenants à ce règlement-là, puis c'est difficile après ça de revenir. Puis une fois que les arbres sont abattus, bien, moi, je pense qu'on a beau mettre des amendes, là, mais on n'a plus le bénéfice
écologique. Mais je pense que ça vient d'un cas, je pense, là, un peu avant les fêtes, en décembre, là, dans un secteur où on a procédé à cet abattage-là sans autorisation. Là, Absolument. Pourtant, le promoteur, l'entrepreneur avait été bien accompagné par les gens de l'urbanisme. Les arbres avaient été identifiés, les arbres à abattre avaient été identifiés. Puis, il y a eu un abattage à blanc. Puis non seulement on a même fait disparaître la preuve, là. Alors, je pense que... Puis, il était venu, après les fêtes, il est venu une information qu'il y avait un entrepreneur qui était pour procéder à un abattage, probablement un abattage légal, mais on ne pouvait plus risquer qu'il y ait un dérapage comme celui d'avant les fêtes. Bon, dans les faits, là, comment ça va s'appliquer? Parce qu'il y a déjà des inspecteurs, il y a déjà, les gens pouvaient déjà dire à la ville, il y a de l'abattage sur un terrain, mais comment ça va s'appliquer avec cette nouvelle réglementation-là? Là? Tout terrain vacant en milieu urbain, zoné habitation, l'abattage de tout arbre est interdit. Premièrement, c'est la première affaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de projet sur un terrain qui est vacant, c'est un terrain où il n'y a pas de maison dessus. Alors, l'abattage est interdit. Donc, si aucun projet de développement ne se fait sur le terrain... S'il n'y a pas de permis d'attribuer, il n'y en a pas. Puis ce que ça vient faire aussi, c'est que pour les autres terrains, les gens qui ont un abattage de plus de 5 arbres, ça va leur prendre un certificat d'autorisation. Puis ils vont être obligés de dire 48 heures d'avance la date où est-ce qu'ils vont abattre les arbres, ce qui va permettre à un inspecteur de se rendre sur le terrain puis de faire l'état de situation avant, puis d'identifier les arbres à abattre, d'identifier clairement les arbres à abattre. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation du nombre d'inspecteurs? Est-ce que les amendes vont être augmentées? Comment ça va s'appliquer? Bien, les amendes, on va déjà au maximum autorisé par le gouvernement du Québec. Okay. Ça, c'est une chose. Les inspecteurs, évidemment, ils sont encore plus appelés à être vigilants. Puis, si on reparle du cas du mois de décembre, tout avait été fait dans l'ordre. L'entrepreneur avait été bien accompagné par les gens de l'urbanisme. Alors là, c'est un peu pour ça que je pense qu'on appelle aussi à la vigie citoyenne. Les gens, on va s'apercevoir que s'il y a un permis qui a été attribué pour abattre quelques arbres, bien, ça dépend. Les gens vont être vigilants à ce sujet-là. C'est ça. C'était ma prochaine question, justement, parce qu'il y a un appel aux citoyens qui a été lancé pour justement essayer de dénouer ce problème-là. Les gens doivent appeler au service d'urbanisme, j'imagine? Au service d'urbanisme ou à l'extérieur des heures, c'est aux travaux publics. Puis, on appelle les citoyens sont déjà très vigilants. Je pense qu'on s'en aperçoit sur Facebook, là, on sait toujours qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Puis, les citoyens ont une sensibilité aux arbres. Oui, c'est vrai, il n'en reste pas tant dans le Haut-Richelieu, alors il faut traiter ce qui reste de façon très, très parcimonieuse. Bon. Mais avant ce problème-là de décembre dernier, est-ce que on vivait un réel problème de ça ou c'était un peu parsemé là, dans le temps? C'était clairsemé, mais moi, mon constat, depuis que je suis mairesse, mon constat, c'est que malheureusement, puis probablement que c'est à cause aussi que les amendes ne sont pas suffisamment dissuasives. Les citoyens préfèrent demander pardon que de demander la permission. Ouais. C'est mon constat. Alors, c'est pour ça qu'on tente du mieux possible de resserrer la réglementation en se fiant quand même sur le... Parce qu'il y en a des bons citoyens corporatifs, là. Il y en a plein, j'en connais. Mais là, c'est toujours... Quand il y a un règlement, c'est parce qu'il y a eu des contrevenants. Je vais vous amener sur un autre dossier qui a été amené lors d'un récent conseil municipal. On vous a posé, en fait, on s'est questionné sur le budget que vous accordez aux dépenses de votre cabinet. Oui. Et vous avez terminé en disant, si quelqu'un veut faire une entrevue là-dessus, je vais me défendre. Alors, je vous donne l'occasion de vous défendre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux, et ça a été reproché sur ce plateau-ci, que les dépenses de votre cabinet sont peut-être trop élevées pour le nombre de personnes que vous avez autour de vous.
Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Dans Pour le fond? me défendre? Oui, oui. Bien, d'abord, je n'éprouve pas nécessairement besoin de défendre le cabinet dans le sens où est-ce que la dépense du cabinet, c'est un budget qui est un pourcentage du budget de la Ville, puis qui est prescrit par le gouvernement du Québec dès que tu as 100 000 et plus. Puis même avec la nouvelle loi, ça va être à partir de 50 000 de population, tu vas pouvoir avoir un cabinet. Le cabinet, il est attaché à la mairie. Actuellement, il y a 3 personnes au cabinet de la mairie, mais avant d'avoir un cabinet, il y avait quand même 2 employés attachés au... C'est comme un employé de plus qu'on a. Le budget, puis dans le peu de... Vous savez, la question du cabinet, ça pourrait nécessiter toute une entrevue. On a fait nos devoirs, évidemment. C'est la première fois qu'il y a un cabinet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis comme dans toutes les choses que j'ai essayé d'implanter, parce que la passation aux 100 000 de population, c'est arrivé avec mon mandat, on a essayé de partir le cabinet de la mairie de façon très, très équitable. Puis on a fait des appels à toutes les municipalités qui ont 100 000 et plus, puis qui ont un cabinet d'expérience et tout ça. Alors, on a un cabinet qui est quand même très, très, très frugal quand je regarde mes collègues des autres villes. Puis ça fait tout à fait l'affaire. Puis en tout respect des fonds publics, moi, je juge qu'on fait très bien les choses parce que sur le budget qui nous est accordé, c'est, je vous dirais, autour de 500 000 $ par année. Puis on en dépense peut-être la moitié là-dessus. Là. Alors, mais je pourrais vous donner des détails plus que ça. Puis c'est sûr que le cabinet de la mairie, ça faisait peut-être moins de problèmes, je vais dire ça comme ça, quand mon équipe était plus importante. Parce que le cabinet de la mairie, puis ça a été de ma volonté. En principe, un cabinet, c'est attaché au maire ou à la mairesse. Ouais. Mais moi, j'ai toujours souhaité que le cabinet de la mairie contribue aussi à la visibilité de tous les membres de mon équipe, puis qui étaient majoritairement au conseil avant. Alors, je pense que maintenant où ça fait problème, c'est que mon équipe est réduite, mais ça reste le cabinet de la mairie. Voilà. En 30 secondes, je sais que vous avez publié beaucoup de statuts de Facebook sur l'itinérance. On est dans une période difficile. Peut-être encore relancer un message concernant ce problème pour les gens qui sont sans abri actuellement. Bien, écoutez, on essaie de travailler fort à la Ville pour essayer de développer des politiques d'habitation qu'on n'avait pas. Quand je suis arrivée à la mairie, on n'avait pas de projet de logement dans les tiroirs. Là. Puis c'était même pas un problème, on n'en parlait même pas. Moi, ce que je veux rappeler aux citoyens, c'est que le rôle de la Ville, c'est un rôle de coordination des organismes communautaires. On essaye de veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il faut, puis surtout à ce qu'il n'y ait pas de bris de service pour les itinérants. Il y a un budget qui est accordé par la Ville à cette problématique-là pour les personnes en situation d'itinérance, même si on sait que c'est le gouvernement du Québec qui perçoit les impôts pour l'itinérance. Ouais. Madame Bouchard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous revenez tout juste de vacances, alors l'horaire était serré. En plus de cette réunion de crise de ce matin, c'est d'autant plus apprécié. Merci infiniment. On est toujours mairesse, hein? Même en vacances. Oui, j'en doute même pas. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. On revient après la pause. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, les gens me demandent tout le temps, Alex, quand est-ce que je peux te voir à la TV? La première de Sport Express, Alex, le jeudi 19h, et ça passe plusieurs fois en reprise, une dizaine de fois pendant la nuit, tout le temps. Manquez pas ça. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Ma prochaine invitée sera candidate pour le district 2, c'est le secteur sud, Iberville-Saint-Athanas, pour la coalition Éric Latour. Il s'agit de Mme Sonia Bande. Mme Bande, bonjour. Bonjour. D'abord, première question, qu'est-ce qui vous amène à faire de la politique municipale? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? En fait, j'ai construit toute ma carrière autour de l'aide que je pouvais apporter aux gens.
Puis quand j'ai fait les démarches pour préserver le parc canin en 2022, j'ai réalisé que la politique municipale, c'était une politique de proximité, c'est une politique qui est proche du citoyen, donc de l'humain. Puis ça, moi, c'est sûr que ça me parle. Puis au fil du temps, je me suis mis à me dire et à penser humblement que je pouvais peut-être apporter un petit quelque chose à mon district puis aussi à la ville. Bon. Et pourquoi avoir choisi la coalition Éric Latour? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un fit au niveau des valeurs, au niveau de la vision. Moi, j'ai besoin de croire en ce que je fais dans la vie. Puis, tout ce que véhicule Éric Latour et sa coalition me parle beaucoup. Mais il y a aussi, au niveau, je vais dire, du leadership d'Éric, mais par rapport au choix aussi de son équipe. Premièrement, je trouve qu'Éric Latour a fait un beau travail, puis là, je ne scouperai rien, là, mais un beau travail au niveau de jumeler j'allais dire la jeunesse et l'expérience, mais comme je suis aussi vieille que des gens d'expérience, je vais dire des nouveaux visages et d'expérience. Je trouve ça important, moi, parce que, oui, la nouveauté, ça vient, ça le dit, avec des nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, mais s'il y a une chose dans la vie qui ne s'achète pas, c'est l'expérience. Puis moi, j'ai besoin de ça pour me développer en tant que jeune politicienne. J'ai besoin de côtoyer des personnes, là, je vais le nommer parce que c'est peu un secret, comme Sébastien Godette. Donc, ça, c'est une des forces, je trouve, de cette coalition-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que je trouve que ce qui peut être dangereux parfois, c'est la fameuse chambre à écho où tout le monde pense pareil, tout le monde s'alimente dans les mêmes affaires, nos arguments sont semblables, les gens qui nous écoutent pensent comme nous. Puis ça l'amène, je trouve, une certaine vision tunnel qui peut des fois être un frein à une évolution. Puis la coalition Éric Latour, c'est tout le contraire. Les gens qui en font partie proviennent d'univers professionnels totalement différents, des mentalités parfois qui sont différentes. Fait que nécessairement, on est obligé de se challenger entre nous. Puis moi, j'ai aucun problème à dire « tu as raison dans la vie, tes arguments sont bons, puis je m'arrange de ton bord. » là. Fait que je trouve que ça apporte une richesse fort importante. Ça me permet de me développer comme humain, de me développer comme politicienne. Ça me permet au parti de se développer aussi, puis ça permet à la ville de mieux se développer puis mieux évoluer. Puis ça, je pense que c'est notre raison d'être. Vous êtes intervenant psychosocial, je pense, dans la vie. Comment votre travail, votre expérience dans ce secteur-là peut peut se développer dans la politique municipale, dans votre rôle si vous êtes élu conseillère? Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont dans mon champ d'expertise, là, c'est certain, mais aussi tout ce qui est mon rapport à l'humain. Là. Moi, mon champ d'intérêt principal dans la vie, c'est l'humain. Fait que de côtoyer l'humain, d'aider l'humain, moi, c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me fait vivre, puis de pouvoir apporter cette partie-là de moi pour aider les citoyens à mieux vivre dans leur ville, ça me parle. Et c'est d'ailleurs pour ça, probablement, que les deux des enjeux les plus importants, c'est l'itinérance et l'accès aux logements sociaux. Oui, c'est sûr que pour moi, ça fait partie de mes moteurs, entre autres, là, pour me présenter en politique. Les logements sociaux, parce que, bon, il y en manque de logements. Puis, c'est aussi une solution durable à la problématique de l'itinérance. Là. On ne se le cachera pas, là, l'un va avec l'autre. Fait que oui, il faut en créer des logements. Puis l'itinérance, bien, c'est un problème social qui grandit, qui prend de l'ampleur. Puis c'est même un problème qui est mondial. Là. C'est pas juste le problème de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse de les adresser. Pour le problème des logements, est-ce que dans votre district, c'est un problème important et comment on peut le régler dans ce secteur-là? Oui, c'est un problème, c'est sûr. Comment on peut le régler? En fait, il y a des terres qui sont zonées résidentielles dans mon district qui dorment parce que c'est difficile de le construire pour plusieurs raisons. Notamment, on parle beaucoup des fameuses pompes là, de la rue Belle-Rive. Là. Mais ces pompes-là sont là pour une raison. C'est pas beau, c'est sûr, mais c'est là quand même pour une raison. Puis, ça permet d'éviter des refoulements dans les maisons. Puis, imaginez si on se met à construire sur des projets domiciliaires d'envergure dans un état où le système d'aqueduc ressemble déjà à ce qui est le problème qu'on a. Ouais. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut adresser, ça fait partie des solutions durables de ce qui va nous permettre de construire des nouveaux logements. Fait que oui, c'est un problème, puis il faut trouver les bonnes solutions. Parce que construire des logements, ça, c'est sûr que c'est facile de le dire, tout le monde va le dire parce qu'il faut le dire. Mais pour pouvoir les construire, il faut qu'on ait l'espace puis les conditions nécessaires. Bon.
Vous en avez parlé en début d'entrevue. Vous êtes fait connaître lors de tout le débat là, pour la protection du parc canin à Iberville. Peut-être faire une genèse de ce dossier-là, où on en est rendu et pourquoi c'est important pour vous, ce dossier-là? On en est rendu où c'est un dossier qui, je l'espère, est réglé. Le parc il est là, il va rester là, puis il ne changera pas de place. Pourquoi c'est important pour moi, ce dossier-là? Bien, c'est sûr qu'au niveau individuel, j'ai 2 chiens. Donc, puis j'ai 2 gros chiens qui ont besoin de se dépenser. Puis comme toute personne qui a une vie active puis qui a un horaire serré, je n'avais pas le temps de rouler des tonnes de kilomètres pour aller dans un parc canin. Puis aussi, c'est aidant pour le chien, ça permet au chien de se socialiser. Puis un chien qui est bien socialisé, qui est bien dépensé, va être moins tannant à la maison, va être moins tannant et dérangeant pour les voisins. Donc, ça a plein d'avantages d'avoir un parc canin là, dans un secteur. C'est ça. Et vous en avez fait sans faire de jeu de mots, un mauvais jeu de mots animal, là, mais un cheval de bataille du parc canin à l'époque. Tout à fait. Parmi les dossiers aussi, les infrastructures du district, c'est important. De quelle façon vous attendez là, à attaquer le dossier? Pour les infrastructures, mais comme j'ai nommé tantôt, il y a des dates qui sont à l'agenda. Donc, attaquer le dossier, ça consiste surtout à s'assurer que les dates restent là, puis qu'ils ne soient pas reportés puis reportés dans le calendrier. C'est pas mal ça, je dirais. Puis, bon, et ça, je dois dire qu'en 2025, c'est difficile à comprendre qu'il y a encore des rues non asphaltées, là. Mais il y en a dans votre district et vous voulez régler ce problème-là. Là. Oui. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il faut que les citoyens qui habitent la rue veulent la faire asphalter. Je comprends. Parce je comprends que tout ça, c'est leurs taxes qui vont augmenter. Oui. Mais aussi, quand ils le veulent, oui, il faut les accompagner dans ces démarches-là. Est-ce que vous sentez une volonté? Bien, j'ai déjà parlé avec une personne d'une rue de mon district qui, oui, les démarches ont déjà été entamées et ils n'ont pas de nouvelles depuis longtemps. Donc, oui, il y en a beaucoup qui souhaitent la faire asphalter, leur rue. Puis aussi, tu sais, c'est, oui, d'entreprendre les démarches, mais c'est sûr que quand on fait affaire avec d'autres paliers gouvernementaux, comme tu sais, dans mon district, il y a des rues qui sont en zone inondable. Fait que c'est sûr qu'il y a Environnement Canada qui se mêle de ça et tout ça. Il y a des délais, là. Mais tu sais, je pense que de lâcher un appel pour dire écoute, on est encore en attente et tout ça. Fait que tu sais, c'est de faire des suivis aussi à ces personnes-là parce que c'est vrai que ça peut être long, c'est plate, mais ça, c'est pas notre sort, mais ça reste qu'on peut donner des signes de vie, des nouvelles quand même. Là, c'est ça. En fait, vous allez être active pour faire débloquer les dossiers si les gens s'intéressent et puis à faire avancer les choses. Leur faciliter la vie là-dedans, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a aussi la saga là, du déneigement à droite là, qui a été un enjeu. Vous avez suivi ça de près et ça demeure pour vous un sujet important, un enjeu. Bien, c'est un enjeu. En fait, j'en parle pour ne pas en parler. OK. Parce que, dans le fond, je pense que c'est juste important de rassurer les citoyens du district parce qu'il y a quand même plusieurs rues dans mon district qui sont concernées là, par ce fameux problème-là. C'est important de les rassurer que pour nous autres, là, ça ne sera pas un enjeu. Le déneigement, il va rester où il va rester à gauche. Là. Donc, c'est ça. C'est un dossier qui est pour nous régler, finalement. Oui, c'est ça. Bon, la polyvalente Marcel Landry, je crois, est dans votre district. Oui. Il y a des installations sportives tout autour. C'est des installations sportives qui sont importantes. Là. Quels sont vos plans là, pour ces installations sportives là, autour de Marcel Landry, mais dans votre district en entier? C'est vrai, il y en a beaucoup. Là. Je me suis promenée dans le coin, une piste de 400 mètres, il y a une piste cyclable, il y a des terrains de baseball, il y a des patinoires, il y a une piste de BMX, puis une rampe de skateboard qui mériterait un peu d'amour, si je peux dire. Tout ce qui est le pavillon Mille-Roches, là, c'est ça. Tout à fait. Puis je pense que ça serait intéressant de voir est-ce que c'est exploité à son plein potentiel, puis qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Puis y a-t-il des choses qui méritent d'être améliorées? Tu sais, je regarde la rampe de skate, puis bon, je me dis que qui s'intéresse à ces sports urbains-là? Puis, qui dit sport urbain, là, c'est des sports qui sont plus accessibles que faire du ski à Bromont. Là. Fait que, tu sais, d'avoir ces sports-là accessibles à notre jeunesse, qu'on veut en santé, puis qu'on veut faire sortir de leur écran puis de leur téléphone, bien, ça vaut la peine, je pense, d'aller investir là-dedans. Ça reste à voir, tu sais, qu'est-ce qui est réaliste de faire à tout ça. Mais oui, c'est sûr que j'ai envie de regarder ça. C'est ça. Grosso modo, là, on a parlé de plusieurs dossiers, mais qu'est-ce qui est important pour vous, pour le résident d'un district, particulièrement le vôtre, là, qui est un beau secteur d'Iberville, qui a de l'histoire? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour un résident là, du district? Là, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes-là là, pour améliorer leur bien-être?
Bien, ce que vous l'avez dit, en fait, ce qui est important, c'est la qualité de vie. Puis, tu sais, le district 2, c'est un district qui est étendu, là. Mon district, il y a des agriculteurs, il y a des familles. Oui, parce que là, on a joint Sainte-Athanase depuis ce temps-là. Fait que Sainte-Athanase, c'est très... c'est ça, il y a beaucoup d'agriculteurs. Ouais, exactement. Fait que c'est aussi de regarder qu'est-ce qui peut répondre aux besoins de tout le monde là-dedans, là. Puis ça, bien, je pense que c'est ça le défi, c'est ça l'enjeu. Puis c'est ce qui fait que c'est un district qui est bon pour moi parce que j'aime les défis. Donc, mais oui, c'est de réunir finalement plusieurs catégories de personnes puis faire en sorte que ces personnes-là trouvent que ça fait bon de vivre dans ce district-là. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, en tout cas, dans mon district. En terminant, je pose la question à tous ceux qui se présentent. Globalement, là, si vous êtes élu, vous allez siéger au sein d'un conseil municipal, si on va au-delà de votre district, qu'est-ce que vous souhaitez pour Saint-Jean-sur-Richelieu? Qu'est-ce que vous aimeriez donner et doter à Saint-Jean-sur-Richelieu pour que la population soit encore ait davantage de plaisir à demeurer ici? Bien, dans les sujets qu'on va appeler grandes villes, là, tantôt vous l'avez nommé, accès au logement et itinérance, pour moi, c'est deux problématiques qui se doivent être adressées, qui vont être bénéfiques pour la qualité de vie de tout le monde. Puis quand je parle d'accès au logement, tantôt j'ai parlé de construction, d'habitation, mais il y a des logements sociaux non occupés dans Saint-Jean depuis quelques années. Puis ça, c'est pas la politicienne qui parle, c'est l'humain. C'est inacceptable. Il y a du monde qui vit dans la rue, puis il y a des logements sociaux qui sont pas occupés. Ça, c'est des choses que, comme humain, comme politicienne, que je veux adresser. Et par rapport à l'itinérance, c'est sûr qu'on ne sortira pas la criminologue, la madame, là. C'est quelque chose que j'ai envie de regarder parce que, bon, oui, c'est multifactoriel. L'itinérance, c'est super complexe et ça nécessite la collaboration de tous les paliers gouvernementaux pour trouver des solutions durables à ça. Mais on doit aussi collaborer avec les intervenants de terrain, oui, en itinérance, mais en santé mentale, en dépendance, parce que c'est toutes des problématiques qui sont étroitement liées ensemble. Mais au-delà de ça, c'est mondial, c'est un gros problème, l'itinérance, puis malgré tous les efforts puis les bonnes solutions qu'on va trouver, mettre en place, il y a des délais qu'il va y avoir. Il y a ce que moi j'appelle un « en attendant ». Dans ce « en attendant » là, ce qui est nécessaire, c'est de favoriser une saine cohabitation entre les personnes qui vivent dans la rue puis les personnes, les autres citoyens. Puis ça, bien, moi j'y crois. Je crois que c'est possible, puis ça va me faire plaisir de venir vous en reparler un autre tantôt, mais oui, je pense que c'est possible, puis ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai vraiment envie de m'impliquer. Madame Barbe, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour l'élection de novembre prochain. On aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, il n'y a pas de quoi. Alors voilà, ça complète pour cette édition de la Tribune TVHR. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. À la prochaine. Au revoir.